On peut aller sur le site .com, le code de l'événement colloque. Merci de vous joindre à nous là, pour notre atelier sur le guide pratique pour les étudiants de charge de cours à la formation continue. D'entrée de jeu, je veux dire qu'on est en mode hybride, donc on a peut-être des gens sur Zoom. Donc, pour les biens de cette séance-là, elle sera donc enregistrée. Et c'est possible de poser là, toutes nos questions directement dans la zone de discussion. On a quelqu'un qui va pouvoir nous les adresser là, directement. Donc, je me présente, Naïla Paiement, conseillère pédagogique à la formation continue responsable des attestations d'études collégiales intensives. Catherine Bois, également conseillère pédagogique aux ASC. Donc, on vous propose tout au long de notre présentation un volet interactif avec WooClap. Donc, on vous demande, si vous voulez bien participer avec nous, de vous connecter à cet outil-là. On vous avait mis là, à l'écran les liens de connexion préalablement. Notre première question pour vous, c'est de savoir quelles sont vos attentes là, cet après-midi. Qu'est-ce que vous aimeriez ressortir là, de cet atelier-là? Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre sans savoir encore plus. En chat. Tu veux qu'ils répondent dans le chat? Ils peuvent répondre sur WooClap directement et ça va apparaître à l'écran. Là, ça dit qu'il y a un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées. Oui, ça va l'activer. Il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas reçu le code WooClap. Okay. Le code est là, c'est cool. Ouais. Le code est ici. Les gens veulent le prendre en photo. Mais là, il ne veut pas partir. C'est dans le bas de l'écran, vous devriez avoir. Je m'excuse, je m'ingère dans votre présentation. Oui, bien, Alexandre Tingéré. On vous présente notre co-animateur, Alexandre Provençal. Tu regardes le. Ah, mon Dieu, c'est facile, OK. Absolument, c'est comme si vous l'aviez déjà. Oui. L'avez-vous déjà utilisé pour pratiquer? Oui. Oui, c'est ça, il faut le réutiliser pour le recommencer. Sinon, c'est peut-être assez ouvert sur mon. OK. Là, on va voir si ça va. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça va marcher. Ça fonctionne. On lance la première. Voilà. Pour tous ceux qui aimeraient ajouter un volet interactif dans leur cours. Ça marche toujours pas. On peut vous entendre son de 8 fois. Oui, ceux qui sont ici, ceux qui sont en chat peuvent écrire là, dans la zone conversation. Ça dit que personne n'est connecté. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis personne essayer? Bon, Le code n'a pas changé. non. Si c'est comme 40, normalement, il change le code à chaque fois, on s'oriente. Si c'est le même principe comme 40. Non, c'est cette présentation-là a ce code-là. C'est toujours le même code. Non, exactement. Nous, ça ne change rien pour nous. Ouais. C'est comme si on n'était pas parti. C'est comme s'il n'était pas live.
la page d'avant, ça disait qu'il y avait 4 personnes. Ça marche. Oui, ça marche. Voilà. Ouais, ça marche. C'est moi qui ai le parti. Donc, si vous aviez envie d'avoir des trucs sur l'outil ou classe, ça serait possible. On vous encourage à contacter Martin Pelletier. Donc, on vient à notre question par rapport à cet atelier-ci. Quelles étaient vos attentes, vos préoccupations, ce qui vous intéressait, les idées? Bien. On devrait répondre à certaines de ces attentes. Certaines. Excellent. Merci pour vos réponses. Ben, on est content de vous dire qu'on va vous le présenter, le guide, entre autres. Nous, ce qu'on souhaitait vraiment aussi pouvoir mettre de l'avant dans le cadre de ce colloque-là, on trouvait ça intéressant qu'il y ait justement le volet de la formation continue, des besoins des chargés de cours et des étudiants qui soient mis de l'avant en lumière. Donc, on est contente là, de pouvoir vous présenter le guide qui s'en veut un pour les nouveaux chargés de cours qui débarquent parfois comme ça du jour au lendemain en formation continue puis qui ne sont pas nécessairement attachés encore au département, qui ne connaissent pas le fonctionnement du collège et qui peuvent rapidement avoir à mettre en place leur plan de cours, leurs activités pédagogiques, mais sans nécessairement connaître les politiques, les fonctionnements qui existent et les différents services là, pour les accompagner eux et les étudiants. Donc, on veut vous présenter ça et qu'on puisse ensemble là, travailler sur un leadership intéressant là, en formation continue au collège. Donc, ce qu'on vous propose comme plan de présentation, on va survoler là, le portrait et les particularités de formation continue, formation intensive, qui ont leurs particularités. Ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques. On va regarder également un portrait et des caractéristiques de ces étudiants-là, la formation continue, plus principalement sur la formation intensive. On va survoler l'andragogie, les bonnes pratiques. C'est vraiment à partir des commentaires qu'on a observés, des chargés de cours, des étudiants, de nous, à travers notre expérience comme conseillère pédagogique, on a pu observer. Et on va vous présenter le fameux guide et d'autres ressources qui existent là, pour les chargés de cours au collège. Mise en contexte, disclaimer en bon français, nous, notre expertise, elle se situe vraiment en gestion de cohorte, donc de la programmation, planification, suivi en continu, accueil des groupes. Au collège, il y a différents types de conseillers pédagogiques, donc on va certainement en présenter quelques-uns qui sont des experts de contenu qui vont pouvoir accompagner les chargés de cours dans leurs différents besoins. Pour cette présentation, on a aussi utilisé des données issues du système d'information de la formation continue qui est produit là, à chaque année au collège. On a aussi regardé différents textes et différents outils de référence là, qui pourront vous servir si jamais il y avait d'autres préoccupations ou d'autres questions là-dessus. Première question. Alors, si je vous dis que ça ne marche pas. Mais avant le bootcamp, on va vous montrer les données de la formation continue. C'est les formations. Mais ça ne marche pas. Voilà. En effet, juste vous dire que parce que l'écran est blanc, quand on diffuse, là, les gens qui sont chez eux, ils ne voient pas super bien, c'est comme trop lumineux. Donc, je ne sais pas si on peut essayer de rallumer une lumière pour faire un petit. Donc, formation continue, on parle des cours du soir. Donc, si vous avez là, pour les dernières années le nombre d'inscriptions au cours du soir en formation continue, vous voyez qu'à l'automne 2022, il y avait 808 étudiants en cours du soir à la session d'automne qui étaient inscrits au collège. Sur notre ouvlat, on vous pose la question à savoir en formation intensive à l'automne 2022, à votre avis, combien d'étudiants on a accueillis au collège qui se sont inscrits? On va lancer le bouquin. On va voir à l'écran. Il y a un choix de réponse. Oui, il y a un choix de réponse. Là. On donne
On va laisser Alexandre donner la bonne réponse. Non, c'est pas vrai. Donc, vous dites un peu partout. Il nous reste 2 personnes qui n'ont pas répondu. Est-ce que c'est oui? On hésite. On sent qu'on hésite entre toutes ces réponses. On vous l'a donné la bonne réponse. Voilà, 402 étudiants seulement à l'automne en formation intensive qu'on a au collège. 800, je sais pas, ça va être, mais non. Donc, vous voyez qu'à la session d'automne 22, c'est 402 étudiants qu'on a accueillis en formation intensive. Donc, ça vous donne juste en termes de grandeur, la formation continue juste à l'automne 2022. On parle de 1200 étudiants en formation continue au collège. On pose une autre question sur les particularités. Ça a sauté à la suivante. Ça manque de des mesures de soutien à l'enseignement. Ah? Oui. Celle-là, elle a passé pour le droit. Vous voyez les questions à prendre? Oui, c'est les caractéristiques de ces données, les particularités de la formation. Oui, mais ça va être ça. On veut, à votre avis, la formation intensive, donc les AEC intensives, quelles sont leurs particularités? Vous pouvez mettre plus qu'une réponse, je crois. Ensuite, on va vous les détailler, les distinctions entre la formation continue cours du soir et la formation intensive. Jour. Beaucoup d'heures de cours. On va en image. Je vous remettrai les magots. Programme complet par bloc. Fonctionne par bloc, programme complet, temps complet, plus de cours. Donc, toutes d'excellentes réponses. Effectivement, vous avez quand même une bonne idée. Plan, plus de cours, pas calendrier régulier, ni FC. Effectivement, la personne qui a dit ça, elle connaît bien la formation intensive. Donc, on va aller faire un petit tableau comparatif pour démêler un peu ça quand on débarque comme chargé de cours à la formation continue. On peut être vite mélangé dans les communications qui sont transmises par le collège. On va souvent parler de la formation continue comme étant les cours du soir, les calendriers qui sont diffusés sont ceux des cours du soir. Donc, voici un peu ce qui peut départager la formation continue cours du soir des formations intensives. Donc, en formation continue, on va retrouver des cours d'AEC, mais aussi des programmes de DEC, alors qu'en formation intensive, ce ne sont que des attestations d'études collégiales que l'on offre actuellement. En cours du soir, un élève peut prendre de 1 à 4 cours par session, donc ça représente un horaire entre 8 et 16 heures de cours par semaine, alors qu'en formation intensive, on est à 25 heures en moyenne de cours en présence au collège. Donc, c'est vraiment un statut à temps complet que l'étudiant ne choisit pas. On lui donne le cursus au complet, il a son horaire pour toute la durée de la formation. Donc, effectivement, en cours du soir, c'est l'élève qui détermine son rythme de formation, alors que nous, vu qu'on vise une complétion rapide du programme, c'est un horaire qui est rapide, donc il est produit pour l'étudiant. Ce n'est pas lui qui détermine. En formation des cours du soir, il va y avoir des interruptions à l'hiver, à l'été, avec un calendrier fixe par session, avec une plage horaire fixe entre 18h et 23h. En intensif, c'est une organisation sous forme de cohorte. Donc, la charge de travail, la durée, tout le cours suit le même horaire, les mêmes blocs de formation, la même date de début, de fin. Il y a beaucoup moins de choix pour les étudiants. Et par conséquent, l'horaire, oui, peut être de jour, de soir, mais il va le suivre et il va être donné par bloc de formation. Et ça ne débute pas sur un calendrier qui est facilement accessible. Donc, le chargé de cours doit tenir compte de ça quand il vient enseigner à la formation continue. Son horaire, son calendrier, il va être variable de semaine en semaine ou ne serait-ce que de bloc en bloc. En cours du soir,
ce qu'on remarque, c'est que pour les étudiants, des fois, la conciliation travail-études, famille, elle est un petit peu plus simple puisqu'il choisit lui-même son horaire de cours. Ça peut quand même représenter un défi, alors qu'à la formation intensive, ça peut vite devenir compliqué parce qu'en plus de ces 25 heures de cours, l'étudiant il va continuer à avoir tous ses chapeaux et devoir faire les travaux, la préparation aux examens, aux cours, tout ça. Voilà. En termes de financement aussi, bien, ça a un impact sur la logistique, l'organisation. Donc, les cours du soir, c'est des financements ministériels, alors qu'en formation intensive, il peut y avoir des différences au niveau des financements, des partenariats. Donc, ça va encadrer aussi la façon dont l'enseignant va donner la formation, ne serait-ce que dans ce que l'étudiant, lui, va avoir comme balise dans son admissibilité ou dans ses cours de formation ou dans sa présence obligatoire au cours. Et en cours du soir, on retrouve moins de programmes avec des stages de fin d'études, alors qu'en formation intensive, pratiquement tous nos programmes offrent un stage également. On s'adresse à une clientèle adulte, on va le voir là, dans le portrait de nos étudiants. Donc, on est vraiment dans une approche d'andragogie quand on vient enseigner là, en formation continue, surtout aux intensifs. Donc, l'andragogie, un petit rappel d'une définition, sciences et pratiques de l'éducation des adultes. Mais il y a aussi la définition du glossaire le glossaire québécois de l'éducation des adultes et de la formation continue de l'Association des cadres qui définit l'adulte qu'on vient s'inscrire au collégial. Et c'est la personne qui doit avoir interrompu ses études durant 2 sessions consécutives ou durant une année scolaire ou qui a complété une année postsecondaire. Donc, c'est comme ça qu'on va définir l'adulte en formation continue et non pas sur l'âge ou sur son cheminement, sa maturité scolaire. On veut vous passer le message qu'il y aura une activité de perfectionnement professionnel pour en savoir davantage sur l'andragogie. Nous, on vous présentera plus de notions que ça, qui sera offert le 16 février prochain en avant-midi, en ligne, pour répondre aux besoins des différents chargés de cours. Et ce sera offert par Hélène Leboeuf, chargée de cours en andragogie à l'UQAM. Le titre de son activité est « Enseigner à une clientèle adulte, principe d'andragogie ». Donc, si vous êtes disponible, vous êtes plus que bien. Oui. Est-ce que vous en parlez dans votre guide de ça? Des principes, des grands principes dans l'andragogie. Parce que j'ai déjà vécu des flamèches avec des groupes où est-ce que les gens font comme on n'est pas des enfants, là. Oui. On ne veut pas se faire traiter comme ci, comme ça. Puis il y a des collègues qui ont pas l'air de comprendre ça. Oui. Non, le but du guide qu'on vous présente ce matin, cet après-midi, il va être évolutif dans le temps. Là, on s'est attardé à je viens de débarquer au collège comme chargé de cours où je me dirige. Mais on aimerait beaucoup ça. Parce qu'enseigner à des jeunes de 17-18 ans qui ne connaissent pas la vie, c'est pas la même chose qu'enseigner à quelqu'un de 40-50 ans qui revient aux études. Oui. Tu ne peux pas te traiter de la même manière. Alexandre? Oui, le lien, ce qui va être disponible d'ailleurs, parce que là. Je t'invite à cliquer sur mon PowerPoint. Non. Oui, en fait. Je peux prendre en photo, c'est juste que. Non, ben oui, en fait, normalement, vous avez tous reçu le calendrier des perfectionnements ou des activités. Oui. On l'a reçu le 23 décembre, entre autres. On l'a reçu cette semaine. Encore cette semaine. Merci. Donc, n'hésitez pas. Parfait. Cette question vous claque, un peu comme Yann vient de le dire, avant de vous donner plus de détails. Vous, comment vous les identifiez? C'est quoi les caractéristiques là, que vous pourriez nommer là, d'un élève adulte? Oh. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est dit c'est devenu hyper drôle. On a conciliation, exigeant, fait appel à son expérience, conciliation, plus d'expérience, insécure, travail, plus âgé,
Je n'avais pas les accents dans vos plaques, mais merci, merci. On va pouvoir là, les détailler un peu plus. C'est Catherine là, qui va. Donc, effectivement, ben, vous connaissez, vous avez quand même une bonne idée de la clientèle adulte. On souhaitait, dans le cadre de cet atelier-là, vous dresser un portrait des particularités de nos étudiants adultes. Pour dresser le portrait, on a regardé particulièrement nos données issues de nos étudiants en formation intensive. Ce sont ces étudiants-là avec lesquels on a plus de contact. Donc, on vous a fait 6 catégories en relevant aussi certains défis que les étudiants vont rencontrer et quels sont les éléments qui peuvent être facilitants pour ces étudiants-là pour leur permettre de réussir. Et aussi pour l'enseignant, pour leur permettre d'avoir quelques trucs. Donc, première particularité, nos élèves adultes ont des profils qui sont diversifiés en termes d'ethnie, d'âge ou de résidence. À l'automne 2022, nos étudiants issus de la formation intensive avaient un âge moyen de 38 ans. Il y a près du tiers qui résident à l'extérieur de Montréal. Ils provenaient de plus de 48 pays différents. Plus des 2 tiers, en fait, sont nés à l'extérieur du Canada et plus de la moitié ont comme langue maternelle le français. Les défis que ça va pouvoir poser pour ces étudiants-là, ceux qui sont issus de l'immigration, peuvent passer par un processus d'intégration, que ce soit en termes de climat, de normes sociales, d'adaptation au système scolaire ou encore à la culture québécoise. Il y en a aussi qui doivent faire des efforts d'acclimatation au français, au système. Ils peuvent vivre aussi des tiraillements identitaires. Ils se perçoivent comme québécois, mais ne sont pas toujours perçus ici au Québec comme tels. Le rapport à la technologie peut être variable pour certains étudiants. Il y en a qui vont être bien expérimentés, d'autres auront très peu touché un ordinateur. Et quand on les reçoit en classe, on s'attend qu'il y ait des connaissances minimales de l'informatique. Et les temps de déplacement peuvent être très longs pour certains étudiants qui résident à l'extérieur de Montréal de plus d'1 heure. Ce sont des facteurs qui peuvent poser des défis. Les éléments qui sont facilitateurs, on vous encourage comme chargé de cours à favoriser la cohésion des groupes en leur permettant de développer un réseau social qui est fort. On leur assure d'avoir un bon filet de soutien. Pour nos étudiants issus des programmes intensifs, on leur dédie habituellement un local où ils peuvent travailler en dehors des heures de cours, ce qui leur permet encore là de tisser des liens, de s'entraider entre eux. Ils développent beaucoup de solidarité, ça fait des groupes qui sont bien soudés et qui vont souvent passer mieux à travers leur formation. On vous encourage aussi à prendre connaissance des mesures d'aide qui sont faites au collège. Il en existe plusieurs. Bien entendu, vous êtes la première personne ressource comme chargée de cours qui peut leur offrir de l'aide, mais sachez aussi qu'il existe plusieurs autres mesures qu'on va encore pendant la présentation, qu'on en a aussi inclus dans notre guide, mais que ce soit, par exemple, tout ce qui est les ateliers indispensables qui sont offerts à la bibliothèque, les centres d'aide en français, aussi on a une nouveauté cette année, les centres d'aide en informatique, le BEPA qui a des ateliers aussi pour le métier d'étudiant. Donc, beaucoup de sources d'aide qui peuvent être offertes à nos étudiants. Autre petit portrait de particularité, mais nos élèves adultes vont généralement porter plusieurs chapeaux. Il y en a qui sont parents, qui ont donc des enfants à charge. Il y a également certains qui vont occuper un emploi en même temps que faire une formation intensive. Donc, ils doivent consacrer 40 heures à leurs études, ils ont à peu près 25 heures d'implication en classe, 15 heures à la maison. Et en plus, il y en a qui vont travailler des fois 20-25 heures parce qu'ils sont les principales pourvoyeurs de leur famille. Ce qui fait que les travaux d'équipe vont être parfois difficiles à réaliser pour ces étudiants-là. Les défis, en plus des travaux d'équipe, la conciliation travail, famille, études peut poser des défis. Il y a des étudiants qui vont vivre aussi des enjeux familiaux au sein de leur couple. Il y en a qui vont également vivre beaucoup de culpabilité en lien avec le temps qu'ils doivent consacrer à leurs études alors qu'ils pourraient être avec leur famille, leurs enfants. On va aussi voir des enjeux entre les coéquipiers, entre les étudiants. Il y en a pour qui, des fois, la réalité n'est pas la même, mais ça va créer certaines frustrations, frictions. Et tout ça peut mener aussi vers des enjeux de réussite quand ils n'ont pas assez de temps pour passer dans leurs études. On voit que les notes peuvent aussi chuter. Les éléments qui sont facilitateurs dans ces cas-là, on vous encourage à respecter au mieux les règles, les horaires, les calendriers scolaires et les plans de cours.
Parce que ces étudiants-là ont plusieurs occupations, préoccupations dans leur vie. Si on doit changer les calendriers scolaires à tout bout de champ, ça peut être difficile pour ces étudiants-là de bien se organiser leur vie, rattraper leur rendez-vous, par exemple. De développer aussi une relation enseignant-élève avec vos étudiants. L'étudiant qui se sent en confiance de venir vous parler de des problématiques, c'est beaucoup plus facilitant pour l'étudiant. Pour vous aussi, quand il y a une prise de décision qui doit être faite en lien avec une demande d'étudiant, quand on les connaît, quand on connaît nos réalités, c'est aidant. Nos groupes d'AEC intensifs, ils évoluent sous forme de cohorte, ce qui fait qu'ils ont les mêmes horaires, les mêmes disponibilités, ils ne travaillent pas. Donc, au niveau des travaux d'équipe, il y a une facilité qui peut se retrouver là avec ce type de groupe qui évolue sous forme de cohorte. Et comme chargé de groupe, on vous encourage aussi à tenir compte de la réalité de nos élèves. Nos élèves, par exemple, je vais prendre un exemple du département de biotechnologie qui ont réalisé justement que les étudiants manquaient de temps pour se préparer à leur laboratoire, arriver des fois sans avoir lu la documentation préalable. Donc, on va passer dans la formation en essayant de diminuer le nombre d'heures qui doivent se faire à la maison et les faire en classe. Donc, la préparation de labo se fait en classe et ce qui fait qu'arrivé au labo, bien, les étudiants sont prêts. Donc, ça a permis aux enseignants de s'assurer que les labos sont faits correctement, aux étudiants de se libérer du temps et de pouvoir en passer plus avec les enfants. Puis, dernier point, on vous encourage évidemment à adapter votre parcours au rythme de la formation. En intensif, on parle de blocs de formation et non de sessions, ce qui veut dire qu'un cours qui se donne habituellement sur 15 semaines peut se donner sur 8-10 semaines. Donc, il faut avoir une préoccupation quant au rythme. Le même travail qu'on demande, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit fait dans une semaine? Bien, en intensif, il doit être peut-être fait en 4 jours. Donc, c'est demandé. La motivation liée au choix de formation diffère de celle des jeunes. Nos élèves adultes vont être parfois motivés. La motivation avec la réussite peut être parfois intrinsèque ou extrinsèque. Intrinsèque, donc l'étudiant est motivé parce que le sujet l'intéresse. Donc, il s'inscrit en génie civil parce qu'il y a vraiment un intérêt pour ce domaine-là et qu'il souhaite ensuite intégrer le marché du travail. Ou encore extrinsèque, l'étudiant est plutôt motivé par le gain que va lui permettre d'avoir la formation, donc un meilleur emploi, un meilleur salaire. On va retrouver plus souvent de motivation intrinsèque chez les élèves adultes, alors que ce n'est pas le cas par les jeunes. Les jeunes vont être parfois motivés parce que les parents leur ont dit d'aller vers tel programme, c'est un programme où les pères ont été tous à la même place, donc on va aller vers ce programme-là. Tandis que l'adulte va avoir fait un choix qui a été réfléchi en fonction de ses intérêts. Il y a également aussi des étudiants qui vont choisir par gain, mais on en voit beaucoup plus qui vont faire des choix par intérêt. Les défis, ben, vous allez avoir des élèves qui ont tendance à remettre en question le contenu des cours. Quand ils ne voient pas l'importance du sujet, ben, ils vont vous dire pourquoi est-ce qu'on voit ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, les éléments qui ont facilitant, c'est de mettre l'accent sur l'importance de l'information transmise et de son but. Une fois qu'ils comprennent bien, absolument, ils sont beaucoup plus engagés, ils vont faire les efforts, ils vont faire l'étude qu'il faut. Et dans la meilleure du possible, aussi faire des liens entre les différentes compétences du programme. Donc, si on a vu telle compétence au bloc 1 et on la revoit au bloc 5, si on est capable de faire des liens, encore là, ça permet aux étudiants de bien comprendre où ils s'en vont et encore là, d'augmenter leur motivation et leur engagement en formation. Quatrième particularité, le retour en classe est lié souvent à l'obtention d'un emploi ou encore pour accéder à un autre poste au terme de la formation. Il y a peu d'étudiants qui vont avoir étudié à l'enseignement régulier ou qui vont avoir complété un parcours complet avant d'intégrer la formation intensive. Il y a des étudiants qui vont rechercher aussi une formation qui se complète rapidement, qui est qualifiante pour le temps c'est jeune, donc ils peuvent intégrer rapidement le marché du travail. Et dans nos étudiants issus de la formation intensive, il y a 42 qui ne trouvent pas d'emploi pendant leur formation, donc ils vont dépendre entièrement des aides financières gouvernementales, que ce soit de Service Québec, qui finance une bonne partie de nos étudiants,
ou encore de l'aide financière aux études. Les défis que ça peut poser, bien, pour les gens qui n'ont pas fréquenté l'enseignement régulier, il y a une compréhension du système collégial qui doit être faite. Il y a aussi des étudiants qui vont vivre des adaptations socio-culturelles, donc on en a parlé au début, mais il y en a qui vont avoir vécu aussi, qui ont des sentiments de désillusion par rapport à leur déqualification professionnelle. Il y en a qui doivent absolument reprendre une formation pour intégrer le marché du travail, donc ça peut amener vraiment un peu de frustration pour ces étudiants-là. Et les étudiants vont également avoir des pressions financières et le sentiment de retourner sur le marché du travail parce que vraiment l'obtention du diplôme dépend vraiment de ça pour aller voir un emploi. Ce qui peut être facilitant, bien, pour la compréhension du système collégial comme conseillère pédagogique à la formation intensive, on accueille tous nos étudiants qui commencent. Donc, on leur explique en fait le fonctionnement du cégep, la note de passage, on fait le survol de la politique d'évaluation des apprentissages, on leur parle des talents mentionnés pour. Donc, on donne vraiment beaucoup d'informations pour s'assurer qu'ils aient un bon niveau du système collégial. On va aussi présenter les perspectives professionnelles avant qu'ils commencent leur formation. Donc, on leur parle un petit peu du marché du travail, des salaires visés. On leur fait ce rappel aussi quand on est en accueil. Comme enseignant, je suis certaine aussi que vous parlez de la profession. Donc, tout ça contribue à les garder motivés vers leur but. Et ben, l'autre élément qui est facilitant, qui provient des étudiants, ben, ce sont vraiment les classes qui vont être plus disciplinées, qui vont être plus critiques, mais qui vont être plus disciplinées. Les élèves vont avoir à cœur la réussite de leurs études. Donc, auprès des adultes, on aura un peu moins de discipline à faire. Cinquième particularité, les élèves adultes ont des expériences de vie et des attentes qui sont élevées. Ils sont matures. Les amener à faire un choix de carrière qui a été réfléchi en lien avec les objectifs du programme, comme on l'a mentionné. Ils vont avoir acquis habituellement une méthodologie. Ils sont aussi bien motivés, mais ils vont être plus critiques par rapport à leur apprentissage, surtout quand c'est en contradiction avec ce qu'ils ont déjà acquis comme information. Donc, les défis. La principale méthode d'enseignement pour certains des étudiants-là peut avoir été seulement le cours magistral. Donc, les cours pratiques, il y en a qui n'en ont jamais réellement fait. Donc, ça peut poser un défi. Aussi, comment est-ce qu'on doit se comporter en classe, l'enseignant. Vous êtes généralement plus ouvert. Il y a une posture qui est différente pour chacun des étudiants de l'enseignant. Les élèves, on l'a mentionné, peuvent avoir tendance à contester ou à argumenter. Les compétences de savoir-être ne sont pas nécessairement enseignées en classe, mais on va les évaluer parfois en stage. Donc, il y a aussi cet apprentissage-là qui doit être fait de la part de certains étudiants. Et les bonnes pratiques du métier d'étudiant peuvent remonter à loin. Donc, des étudiants qui reviennent parfois sur les bancs d'école après 20 ans sans avoir été aux études. Donc, il y a un erreur d'apprentissage sur la prise de notes, la lecture des notes de cours. Donc, tout ça peut être aussi à réapprendre par ces étudiants. Les éléments facilitateurs, on vous encourage à apprendre à connaître vos étudiants quand vous les rencontrez. Les élèves vont aimer partager leur vécu, vont aussi avoir le sentiment que ce qu'ils ont acquis a encore une importance, c'est encore pertinent. On vous recommande aussi de tenir compte des acquis des étudiants pour la planification de l'enseignement. On va parfois avoir des groupes qui sont hétérogènes en termes d'acquis préalables. Donc, il y a des gens qui vont partir de zéro, qui ne connaissent rien sur le sujet, et d'autres qui ont déjà beaucoup de compétences, de connaissances techniques. Donc, si c'est possible pour ces gens-là qui ont déjà beaucoup de connaissances, de leur donner des travaux supplémentaires pour les garder motivés, tout en pouvant être en mesure de donner le contenu de votre cours qui était déjà présenté, ça peut être une belle option. Pour les gens qui vont être plus critiques quand ils sont en contradiction avec leur expérience antérieure, mais si on est capable justement d'utiliser cette expérience-là pour leur permettre d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit en faisant je cherche mon mot. Oui, les activités, par exemple, échanger sur les différentes pratiques d'ici et de l'étranger, ça leur permet encore là de s'assurer que ce qu'ils ont acquis n'était pas nécessairement
est encore utile, peut avoir encore un intérêt. Et pour les gens dont les bonnes pratiques du métier d'étudiant remontent à loin, bien, on vous rappelle aussi le BEPA qui propose des ateliers pour les étudiants, pour le retour aux études, et qui ont aussi été adaptés depuis cet automne pour la clientèle adulte. Donc, on offre des plages horaires de soir à distance, donc qui sont plus, où les étudiants sont plus en mesure d'y assister. Et notre dernière particularité, bien, les élèves adultes aiment avoir beaucoup de détails sur le déroulement des cours et vont poser parfois plus de questions que les étudiants un peu plus jeunes. Ça leur permet, entre autres, d'organiser leur vie personnelle et aussi de gérer leur stress. Les défis, bien, ces étudiants, parfois, ont tendance à vous poser plus de questions, vous envoyer beaucoup plus de courriels. On le vit nous aussi comme conseillère. Et bien, une gestion d'anxiété aussi qui on retrouve que certaines étudiants sont beaucoup plus d'anxiété dans ces groupes-là, donc il y a une gestion aussi qui doit être faite. Encore les éléments qui peuvent être facilitateurs, bien, accorder une importance à l'élaboration de votre plan de cours et à la compréhension. Si vous pouvez ajouter des détails supplémentaires, ça va vraiment les aider à se sentir sécurisés aussi dans leur anxiété. D'établir aussi dès votre premier cours vos règles de classe. Certainement ce petit rappel pour les enseignants qui commencent, entre autres pour le délai des réponses au courriel, pour la gestion des retards, ce qui évite des fois quand l'étudiant vous envoie 3-4 courriels parce que vous n'avez pas répondu au bout d'une heure. Donc, les clarifier, ça peut être aidant. Et aussi d'établir les attentes à l'endroit des apprentissages, le début de votre cours, et bien évidemment le document que vous avez pour établir ces règles-là. C'est votre plan de cours qui est un document qui est important pour l'étudiant. Oui. Donc, on ne pense pas vous avoir appris des choses hors de l'ordinaire. Si vous avez enseigné comme chargé de cours, vous avez probablement reconnu vos étudiants et étudiantes dans vos cours. Donc, ce qu'on souhaitait aussi, c'est vous rappeler, dans le fond, que les différentes pratiques d'enseignement avec faculté, bien, vous en mettez déjà en place et vous pouvez continuer dans ce sens-là pour aider vos étudiants, que ce soit dans la relation professeur-étudiant, dans vos méthodes pédagogiques, dans la façon dont les évaluations des apprentissages sont faites ou encore dans la structuration de l'enseignement. Donc, tout ce que vous faites déjà, ça peut s'inclure dans les pratiques d'enseignement à impact élevé. Si vous n'avez jamais vu ce document-là, on vous réfère à la réussite au cégep, regard rétrospectif et prospectif de la Fédération des cégeps. C'est vraiment un document intéressant là, sur ceci. Et au-delà de ce qui se passe en classe comme collège, on est une organisation, un environnement aussi qui contribue à ce que l'étudiant et le chargé de cours et tous les acteurs qui gravitent là, autour de la réussite de ces étudiants-là et de l'inclusion et de la capacité au chargé de cours de bien jouer son rôle. Donc, tant le sentiment de bien-être et d'intégration dans le milieu que le sens du projet de formation pour l'étudiant, que le niveau des attentes propres au collégial, les attentes qu'on va avoir envers eux, que les différents services qui sont mis en place, là, incluant la formation continue, qui sont importantes là, dans l'organisation. Au terme de tout ça, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que les étudiants de la formation continue bien, réussissent très bien. Donc, les chargés de cours font très bien leur travail. On a un taux de réussite dans l'ensemble des programmes au-dessus de 80% en formation intensive. Donc, vraiment, ce sont des étudiants sérieux, impliqués, engagés et qui réussissent bien. Et essentiellement, c'est génial. Là, on arrive au fameux guide. Je vais laisser ma collègue vous le présenter. Ce qu'on veut juste mettre comme autre disclaimer, c'est un travail évolutif. Là, on a mis surtout tout ce qui était le volet un peu, je débarque au collège dans ma charge de cours et je ne sais pas où trouver de l'information qui pourrait soit polluer ma tâche là, et que je n'arrive pas à me concentrer sur ce que j'ai à faire au niveau pédagogique. Et aussi,
si je veux en savoir plus, où je peux m'adresser, à qui je peux m'adresser, quels sont les services qui s'offrent à moi. Peut-être vous dire que ce guide sera envoyé par courriel à tous les chargés de cours là, de l'hiver 2023 et à chaque session, nous, c'est ce qu'on souhaite faire quand il y a un contrat de charge de cours qui est émis, c'est de faire parvenir ce guide-là. On aimerait beaucoup si on pouvait avoir des commentaires, des suggestions, celles que Mia nous a faites. C'en est une, là, ça serait évolutif de pouvoir inclure des pratiques liées à l'andragogie, d'avoir des trucs, puis peut-être qu'au-delà du guide, bien, il y aura des formations, des sujets, on veut connaître les besoins également des chargés de cours. Avant de commencer à parler du guide des chargés de cours, je vais vous dire que le guide est un travail qui était le fruit de divers directions de services du collège. Donc, on vous met ici la tête des matières. Donc, dans le guide, ce qu'on souhaitait, c'est, comme on a mentionné, que le chargé de cours qui arrive, qui n'a pas nécessairement de tout faciliter l'information, puisse se repérer facilement via un document qui le réfère vers des politiques, des pages du site, des mesures de soutien à l'apprentissage. Donc, on essaie de mettre le plus d'informations possible. Donc, si jamais un enseignant doit s'absenter, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça diffère à la formation intensive de l'enseignement régulier, donc il y a des particularités. On les donne ici pour qu'ils puissent rapidement communiquer avec nous. Si jamais il y a un cours qui doit être repris. De l'information aussi sur la bibliothèque, donc également aussi sur le bureau d'innovation numérique et technologique. Le bureau a fait de belles capsules qu'on peut consulter via notre guide. Donc, vous les avez ici. À distance qui a été conçu partiellement pendant la pandémie. Donc, vous avez plusieurs liens vers les capsules du BID. C'est comme un lexique, hein. J'ai remarqué que c'est en ordre alphabétique, les sujets. Là. Oui, c'est pas en ordre logique. Je commence à donner un cours, je vais donner ça en premier. C'est en ordre alphabétique. C'est en ordre alphabétique, puis vous pouvez expliquer à chaque. C'est un excellent commentaire. On a eu le contraire. On voulait que ça soit en ordre alphabétique. Oui, non, mais je ne sais pas, j'aurais mis une fiche en début de je vais donner un cours, qu'est-ce que j'ai besoin là-dedans, savoir, j'ai pas besoin de savoir la bibliothèque, ce que je pense. Il y a des affaires qui seraient peut-être plus une espèce de fiche de onboarding. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille de près là, pour mon premier cours ou mon. Super. En exemple. On a fait un guide nous, pour les nouveaux enseignants du département de chimie. C'est ces 2 pages. La première page, c'est comme les personnes que tu devrais connaître. Parce que des fois, on parle de plein de monde, puis on va parler à personne aux ARC de chimie, de c'est qui, là, ça va dire Naïla, ça donne son courriel, on a mis la place, pour mettre le code de photocopie, puis il y a un paquet d'informations. Puis au verso, on a mis 3 catégories, choses à faire quand tu viens signer ton contrat, choses à faire pendant la session, puis choses que quand tu auras le temps, il faudrait que tu fasses ça aussi. Fait que là, ça dit genre, en début, signer ton contrat, aller chercher tes clés, s'assurer que tu as tes accès à l'informatique, aller voir le syndicat, et ainsi de suite. Donc, nous, on a créé ça. Peut-être qu'on pourrait vous le montrer, que vous pourrez l'adapter, peu importe, mais c'est un aide-mémoire, c'est 2 pages, on ne veut pas que ça soit plus long que ça. Ça commence par A. Il y a des cours de chimie, évidemment, il y a toute une section sur la formation avec les cerveaux, tout ça, là, mais vous pourrez l'adapter. C'est super. Donc, la confection, la modification d'horaire, encore des particularités reliées au programme intensif ou encore à la formation continue de soir. À l'intensif, pour ceux qui ont déjà enseigné, bien, vous savez, on part de vos disponibilités pour concevoir les horaires. C'est un peu différent dans l'enseignement où votre cours est inscrit une fois que l'horaire a été conçu. Les contrats aussi, donc de quelle façon est-ce qu'on les reçoit, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que, comme mentionnait, selon les questions à qui on doit s'adresser pour notre contrat. L'évaluation de l'enseignement, c'est surtout d'avoir de la rétroaction de la part de ces étudiants. Je vous apprends rien parce que vous êtes déjà enseignants ici, mais le service de soutien à l'apprentissage a conçu des outils pour avoir de la rétroaction. On vous met des liens vers ces outils-là, donc vous pouvez les consulter. On souhaitait, comme on dit, d'avoir le plus d'informations qui soient rapatriées au même endroit pour les titulaires. Puis aussi l'évaluation différée, qu'est-ce qu'on doit faire, le matériel d'enseignement qui est
disponible, comment est-ce que ça fonctionne, quand c'est financé par Service Québec, il y a des achats qui étaient par la formation continue. Donc, l'information qui n'est pas nécessairement mise nulle part sur le site du collège. On peut aussi ajouter ces particularités-là, ces couleurs-là qui sont propres à la formation intensive. Les mesures d'aide à la réussite pour les étudiants, on en a nommé quelques-unes, on en a remis ici aussi, donc le VEPA, le guichet universel Ma Réussite, les ateliers expérimentaux sont également offerts par Ma Réussite, le coffret transition réussite pour ceux qui ont assisté à la DSEFI, qui était super intéressant, donc on l'a mis là aussi pour pouvoir y avoir accès. Et le répertoire des mesures de réussite qui comprend toutes les mesures qui ont été mises en place par les départements. Il faut vous y référer. On a mis aussi des mesures de soutien à l'enseignement. Donc, pour ceux qui enseignent le conseil pédagogique, ben, les conseillères de la direction adjointe des programmes à l'enseignement peuvent offrir du soutien. On a mis ici le type de soutien que les conseillers peuvent donner. Également, toute la technopédagogie avec le BNT, la trousse en enseignement numérique, tout ce qui est en développement par le SSADP, encore là, des activités, des outils qui peuvent être intéressants. Mention aussi pour la POV, la polyvalence professionnelle des enseignants, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que là, on a une plainte, quels sont les processus. Le plan de cours, aussi, on ramène l'information pour les gens qui sont nouveaux. La prise de présence aussi des étudiants, on n'en fait pas tant l'enseignement régulier, mais pas obligatoire. Mais dans certains de nos programmes où l'étudiant reçoit un financement, que ce soit par un comité sectoriel ou par Service Québec, il y a une prise de présence qui doit être faite. Donc, on vous en informe via ce document-là. Également, vous avez aussi des informations sur la remise des notes finales. Contrairement à l'enseignement régulier où il y a une date qui est fixée à la fin de la session, nous, c'est 5 jours après la fin d'un bloc. Pourquoi? Bien, vos blocs, il n'y a pas d'interruption, donc ça recommence la semaine suivante pour s'assurer que vos étudiants cheminent correctement et les préalables nécessaires pour poursuivre. Mais ça nous prend des notes rapidement. L'information sur ça. L'information aussi sur le réservoir local, l'information plutôt générale. Les révisions de notes, l'inclusion, les services d'aide à l'inclusion, le suivi en continu aussi qui est fait par vos coordinations d'AEC. Donc, tout ça se voulait un guide où on retrouve de l'information. On avait aussi une section sur les stages, de plus en plus d'AEC, parce que en fait, on maintenant un stage. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Les attentes aussi comme coordonnateur de stage, comme superviseur, les consignes aussi qu'on vous demande de respecter pour le bon fonctionnement. Et vous avez aussi à la fin, un peu comme Alexandre disait, qui est-ce qu'on doit contacter, qui est ma conseillère, mon conseiller à la DAEPE ou AEC, la répartition des aides pédagogiques individuelles, l'organigramme du collège pour qu'un nouvel enseignant puisse s'orienter et aussi la liste des personnes ressources qui sont citées dans le cadre de ce livre. Au guide, il y a beaucoup de choses qui se fait au collège, vous savez sans doute. En plus, même si c'est pas papier, c'est efficace, c'est mise à jour possible, c'est fantastique. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez déjà sur le WooClap qui va apparaître éventuellement. Quelles sont les mesures? Je vais dire n'importe quoi sur ma question. Peut-être que vous la voyez déjà. Excusez. Connaissez-vous des mesures de soutien à l'enseignement qui sont déjà offertes au collège? On en a présenté quelques-unes. Est-ce que vous pouvez choisir plus qu'une réponse? On les change de cours. On les charge les gros. Oui. C'est d'accord, on les charge. On les charge encore.
termes de ça. On va te répondre. Peut-être qu'on n'est pas sûr à 100%. Toi, tu as l'impression que performance, c'est pas accessible. Pas encore. OK. Ben, on peut le payer de sa poche, mais le cégep ne te remboursera pas. Je ne pense pas qu'on Ah, OK. Possiblement. En fait, tu nous devances sur notre dernière diapo. C'est possible qu'effectivement, ça ne le soit pas, mais voici les différentes autres ressources disponibles pour les titulaires de charge de cours. Bien sûr, vos collègues dans les départements, il doit exister déjà des outils pour vous accompagner, vous offrir certaines aides, très certainement. Sinon, il y a différents types de conseillers pédagogiques. Oui, nous, à la formation continue, on est des petits chefs d'orchestre et on aime beaucoup le référencement vers les différents services, directions qui peuvent vous aider, mais il y en a en insertion professionnelle, à la DAPE, à la réussite dans l'éthique. Il y a une nouveauté au niveau du remboursement du perfectionnement professionnel pour les titulaires de charge de cours. Est-ce que performant en fait partie ou pas? Je ne sais pas. Mais si on clique là-dessus, ça nous amène justement à cette nouveauté-là pour les titulaires de charge de cours. Donc, c'est possible là, dorénavant de se faire reconnaître un remboursement pour certaines activités de perfectionnement pour les charges de cours. Mais je pourrais poser la question plus spécifiquement. Ça doit faire partie du format. En fait partie, je peux le confirmer, je fais partie du comité de perfectionnement. C'est juste qu'il y a des montants maximum là, qui sont alloués. Ça, c'est vraiment une Oui, absolument. C'est le cas projet pilote. Avis à tous, ça nous intéresse. Et il y a bien sûr des activités de perfectionnement, un calendrier collège, donc l'atelier qu'on vous parlait là, sur l'andragogie, si ça vous intéresse, vous pourriez trouver l'ensemble de l'information sur les activités disponibles. Et finalement, il y a bien sûr toute la communauté reliée au collège, donc le carrefour de la réussite, il y a des partenaires, la QPC, tout ça, là, qui peuvent être aussi des belles sources d'informations, de perfectionnement là, pour les titulaires de charge de cours. On était curieuse de savoir, est-ce que pour ceux qui enseignent là, près de la formation continue ou qui ont déjà enseigné, est-ce que c'était un bon portrait? Est-ce qu'il y avait d'autres caractéristiques, particularités que vous auriez aimé partager? Ou... Oui. Bien, dans votre présentation, vous avez beaucoup parlé de la formation intensive. Oui. Puis, il y a clairement une différence à faire. Vous l'avez dit. Mais parce que, bon, moi, je suis à la formation générale, puis les cours du soir, les cours d'été, c'est une population étudiante qui n'est pas si différente, en fait, que celle qu'on a de jour. Les réalités sont quand même différentes. Donc, je pense que pour la réalité des chargés de cours à la formation intensive, elle est différente aussi. Parce que souvent, à la formation continue, dans les cours de soir, mettons AEC ou DEC, les profs ont souvent aussi un pied dans l'enseignement régulier, peut-être un peu plus un pied dans le département. Je pense que pour l'AEC intensif, des fois, ils sont comme vraiment plus aspirés, peut-être plus isolés. Parce qu'il y a quand même un soutien qui est apporté par la coordination départementale et puis quand même la coordination de l'AEC. Je vais juste dire, dans le sens que le commentaire de Mia, moi, je pense vraiment qu'il faudrait que ce soit comme une espèce de boulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on commence avec vraiment des informations comme super urgentes. J'ai besoin de ça. Puis après ça, comme aller vers les informations plus, justement, le perfectionnement, c'est intéressant, mais je pense que quand les cours commencent, c'est dans l'urgence, puis tu n'as pas le temps vraiment de faire ça. Une mémoire survie. Oui, c'est ça. Je vais commencer avec ça. Puis après ça peut faire des références aux pages après. Oui, c'est ça. Mais j'irais plus dans ce sens-là parce que ça dépend après de l'accompagnement. Je pense qu'il peut quand même être variable en fonction des réalités des charges de cours qui dépendent du contexte. Oui, ben, tu sais, des choses que nous, on a vécues, c'est que des fois, on leur dit pas, je pense, aux dates limites pour notre climat final. Ils voient le calendrier de la formation continue. On a juste que ça. Puis là, finalement, ils doivent un courriel des gens aux AEC, dans le mail-là. Puis là, ils disent, ben, on n'a pas les notes, tu vois, mais ça dit, tu sais, puis ça, vraiment. Oui, puis là, je comprends que la causation de l'AEC, on n'y a pas pensé, nous, parce que, tu sais, on l'a oublié, là, mais parce que c'est notre réalité. Là. Je ne sais pas si mettre ça dans le guide, mais tu sais, ça serait
peut-être bon, que nous, on le fait, tu sais, la réalité d'un prof à l'AEC, là, je parle des conditions de travail, tout ça, c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes attentes. Des fois, il y a des chargés de cours qui sont invités aux réunions syndicales, départementales, à plein d'affaires, puis ils disent, ben là, j'ai pas le temps, je peux pas, tu sais, leur faire dire, tu sais, tu peux ne pas y aller, tu sais, t'es pas payé pour ces choses-là. Puis on comprend que la mère fait en sorte que ça devient des fois difficile à gérer, là. Donc, peut-être aussi, je ne sais pas si c'est dans le guide, mais peut-être un peu parler de la réalité, là, en tant que, on a parlé beaucoup de la réalité des étudiants, mais on n'a pas parlé de la réalité des profs. T'sais, en tant que chargé de cours, comparer un prof au régulier, attendre versus, on ne peut pas demander la même chose. On ne va pas un chargé de cours de monter plein de nouveaux cours sur le bras. C'est plus le département qui devrait faire ça. Donc, je ne sais pas si c'est la peine de faire un petit tableau comparatif entre les. Je ne sais pas pourquoi que. Je ne sais pas. Ça, c'est une chose qui n'est pas indiquée. Hein? On parle de. Comment ça s'appelle? Quand tu es chargé de cours, tu es payé pour donner tes cours, corriger puis préparer. Tu n'es pas payé pour encadrer tes étudiants. Non, ça fait partie de la. Oui, en parlant de changer. Oui. Sauf que tu pas obligé de participer aux réunions. La vie des parents. Oui, tu sais, quand moi j'ai commencé ici au début, là, il y avait des formations obligatoires de SIMDUT pour les profs de chimie. Puis au début, on m'avait dit, ben toi, tu es chargé de cours, tu n'es pas payé pour les formations. Puis là, j'ai été le plein au syndicat, puis finalement, ils ont changé ça. Là, on recule parce que je trouvais ça, les techs, les profs de jour sont payés parce que ça fait partie de leur taux horaire. Puis moi, j'y vais sur le bras gratuit. Mais il faut que les chargés de cours les demandent. Hein. S'ils ne font pas la demande, ça n'apparaît pas magiquement sur leur. Fait que ça aussi, il faudrait peut-être le dire, tu participes à des formations obligatoires, remplir une feuille de temps pour être payé, sinon le sujet vient sauver de l'argent. Ça aussi, ça serait peut-être. Je ne sais pas, je mettrais peut-être quelque chose sur. C'est sûr que nous, on va vouloir l'entendre, les chargés de cours, puis même ceux qui sont réguliers, qui auraient un point de vue. Là, nous, notre objectif, c'est d'être le plus utile possible là, pour les chargés de cours, pour répondre à leurs besoins, puis pour les aider là, avec les parcs chimiques. Moi, personnellement, j'ai donné quelques cours à l'ASC, je donne surtout régulier. C'est nouveau dans ma vie, ça fait juste 5 ans que j'enseigne, après 20 ans en industrie. Quand tu as un ou deux étudiants de 24 ans, puis le reste ont 17-18 ans, c'est pas tout la même chose que quand tu en as 15 qui ont 40 ans en montant ou 30 ans en montant. Puis il y en a qui ont nous autres, il y en a qui ont genre un diplôme d'ingénieur dans un autre pays qui n'ont pas réussi ou qui ne veulent pas faire reconnaître, c'est trop compliqué. Ouais. Puis il y en a d'autres qui ont travaillé au Subway. Ouais. Fait que, comme pas tous les mêmes niveaux, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils challenge beaucoup. Ça tire beaucoup plus de jus que les étudiants réguliers parce que tu es remis en question sans arrêt par tes étudiants. Fait que ça, personnellement, moi, ça a été un clash. Puis tu t'adaptes, là, mais si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques au début, tu essaies de faire ce que tu fais avec tes étudiants, ça marche juste pas. C'est pour ça que je me disais, ça prendrait une section pour dire non, c'est là que j'ai réagi récemment que pédagogie, tu veux dire enfant. Puis andragogie veut dire adulte. On ne dit jamais que les cours de pédagogie, c'est pour enfants parce que c'est qu'on dit que tu fais des formations, c'est on parle juste de pédagogie. Quand tu vas voir andragogie, tu fais OK, attends, c'est pas la même chose. Et pourtant, c'est ça, les ASC, c'est de l'andragogie. Il faut vraiment que tu changes tes approches. Puis si on te parle là-dessus, c'est ça le conseil cognitif là, pour le prof aussi. Il y en a qui vont s'obstiner à faire son étude. Puis c'est là que ça la match avec les étudiants. Puis je suis sûre qu'ils viennent apporter chez vous pour se plaindre qu'un tel prof fait comme ci, puis ça fait d'allure, puis rien. Fait que je pense qu'il y avait vraiment un espace pour dire regarde, en by the way, attention, là, clientèle adulte égale, c'est pas comme comparer clientèle jeune, clientèle adulte, c'est sans de. Super. Parce que personnellement, moi, c'est encore juste ça, je suis sans parcourir dans les cours parce que je sais que ça va me dire plus de jus. C'est pas nécessairement les cours plus compliqués, mais c'est la clientèle qui est très, très différente. Parfait. C'est comment on peut accompagner quelqu'un qui aimerait faire ça, développer des approches, des trucs, des techniques, des activités pédagogiques qui s'adressent à une clientèle. Il y en a très peu, je ne sais pas si ça fait en 5 ans, c'est la première fois que je vois quelque chose qui parle en andragogie. Ce matin, il devait y avoir aussi une activité faite par Heather Sutherland qui parlait d'andragogie. Là, on a mis à l'horaire celle de l'Université de Cannes.
Hélène Leboeuf, mais nous, c'est notre souhait d'être capable d'offrir des activités qui s'adressent davantage là, à cette clientèle-là. Donc, si vous avez des idées, des besoins entre vous, parce que la réalité d'un chargé de cours, c'est bien occupé. Fait que même nous, d'être capable d'aller les rejoindre, d'avoir le bon moment pour aller les sonder, on a fait appel à nos coordonnateurs de programme qui nous ont donné des idées, mais au-delà de ça, entre collègues, là, aujourd'hui, c'est un peu ça notre message. Écrivez-nous, là. Oui. Je vais peut-être être un petit peu à côté de votre track, mais quand même, je suis enseignante en éducation physique. Donc, ce n'est pas des cours spécialisés, c'est vraiment dans le cursus de la formation pour obtenir son diplôme. Puis, moi, j'enseigne à la formation continue. Je la mets de même parce que c'est comme pas clair. Tu sais, moi, je commence à 2 heures l'après-midi. Ce n'est pas un cours du soir. Mais c'est de la formation continue. Même moi, c'est sûr pour moi d'avoir être clair de comment je le définis par rapport au fait que moi, je n'ai pas un horaire qui est comme les autres. Je commence pas à 6 heures. Je commence à 2 heures, puis je peux finir à 10 heures le soir. Puis, les élèves qui arrivent, ils proviennent de toutes sortes de types de programmes. Il y en a qui ne sont pas nécessairement dans une spécialité. Il y en a qui sont en AEC. Il y en a qui sont au régulier, mais ils ont décidé de ne pas pousser leur formation en se pognant un cours supplémentaire à la formation continue, mais ils ne sont pas au courant que c'est de la formation continue. Fait que là, ils se réfèrent au calendrier de la formation régulière. Ils ne viennent pas au cours de relâche de la formation régulière, alors qu'à la formation continue, il y en a un. Ça fait 2 semaines que je le dis. Mais tu sais, il y a vraiment. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un portrait qui est comme pas clair quand je reçois mes élèves. Je suis comme, bon, que fait-on? Puis, ou les référés, bien souvent, il y en a plein qui ne savent même pas qu'ils ont accès à une photocopieuse ici. Ils n'ont pas de code de photocopie. Ils ne savent pas qu'ils ont un API ou ils en ont-tu un? Moi, c'est la question que je me pose. Tu sais, c'est ça. Je reçois vraiment de tout et son contraire. Puis, j'essaie de les référer du mieux que je peux et aussi de me situer là-dedans. Je commence à devenir de plus en plus meilleure, mais il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en formation dans le cadre d'une formation continue. Là. On part de loin. Dans le vote, tu mets ton horaire, tu sais, semaine. Si tu vas chaque semaine, tu es supposé t'afficher ton horaire selon ce que tu es supposé d'avoir. En tant qu'étudiant? Oui. Ben, nous, on commence on l'a aussi. Là. Mais si tu vas dans ton horaire, là, les journées qui changent, l'horaire du mercredi, de lundi, tout ça, ton horaire dans le vote, semaine par semaine, il est supposé être à jour. OK. C'est une référence à leur donner. Peut-être. Je vais voir ton horaire dans le vote. C'est où aujourd'hui? Tu fais un cours cette semaine, on va voir dans ton horaire. Pas ton horaire de la session, on va ton horaire d'aujourd'hui. C'est ça. Ben, j'ai quand même appris sur le tas que c'était important que je le mentionne. Ouais. Il a fallu que 2-3 étudiants, ça chante. Parce que toi, tu es en formation continue, là. Puis c'est ça. Donc, voilà, je me demandais, tu sais, comment je peux référer mes élèves, comment je peux les référer aux bonnes ressources, les encadrer, etc. Parce que s'il arrive au débat, mais ça n'a pas le même. Non, pas ça. Ben, c'est ça. Est-ce que je suis officiellement en formation continue, même à 2 heures l'après-midi? Ça dépend, c'est dans le cadre de quoi le cours? C'est l'éducation physique, donc c'est un cours obligatoire. Éducation physique, mais pour les DEC qui se donnent le soir. Pour tous ceux qui s'inscrivent, honnêtement, ça me dépasse. On pourra se parler après, regarder les cours et voir c'est dans quel service qu'on va pouvoir référer. C'est possiblement ça. Ouais. Ah, de la même façon que la FC, c'est ça. Peut-être pour répondre à votre information, oui, tout étudiant au collège, AEC, post, DEC a un aide pédagogique, il peut le consulter dans son horaire sur un niveau, ça fait partie des informations qu'il va pouvoir avoir en fait. Puis, si jamais vous ne savez pas, vous l'envoyez à 1-330, c'est le bureau de la formation continue, on donne ça à l'agent, on est toujours là pour répondre. OK. Vous ne savez pas où Alexandre, tu avais levé ta main. Oui, juste un petit commentaire, chose que vous avez déjà pensé, mais je veux quand même le souligner. Si vous avez parlé des activités, rencontrer les chargés de cours, n'oubliez pas qu'ils ont souvent des horaires qui ne sont pas comme le régulier. Fait que le jeudi après-midi, c'est jamais une bonne idée. Parce que vu qu'il n'y a pas de cours qui se donnent au régulier, à la RC, on en profite pour mettre des cours là. Donc, moi, les premières années, je n'allais jamais, parce que c'était tout le temps les jeudis. Le SPK aussi faisait 5 à 7 pour les villes quand je ne serais pas là, parce que c'est en cours. Donc, juste peut-être en venir compte. Dans le mode de prestation, l'horaire Oui. choisi pour nos activités, pour les différents échanges de cours, c'est sûr que ça, c'est une de nos préoccupations. Puis on essaie de varier dans le temps parce que
au nombre de cours qu'on Ouais, a en exactement. formation continue, il n'y a pas un moment idéal. Donc, des fois le matin, des fois le soir, des fois l'après-midi, on essaie de se varier, mais on en prend notre Une position. autre petite chose, peut-être que vous en avez parlé dans le guide, là, il y avait beaucoup d'informations, mais quand moi j'ai commencé ici, j'en ai des cours l'été, puis le cégep oublie qu'il y a des cours l'été, là, si j'ai fait une anecdote, mais c'est pas ça. C'est que tu es tout seul dans ton département parce qu'il y a personne qui est là. Tu es avec plein d'autres chargés de cours qui ne savent pas plus comment ça marche. Puis des fois, on se sent tout seul, puis les ressources humaines. Et ça serait pas de pouvoir parler à quelqu'un. Des fois, tu es désemparé, tu es stressé, tu es anxieux, puis tous les services sont fermés parce qu'il n'y a pas de cours l'été. Fait que ça serait le fun de, je sais, on a-tu quelqu'un? On a besoin de parler à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui est disponible le 4 juillet, genre, tu donnes un cours, ça va pas bien. Les CTK ne sont pas là parce qu'il n'y a personne pour. Ça aiderait vraiment le chargé de cours qui est peut-être en formation d'AEC intensive, désemparé, il a besoin de parler à quelqu'un, puis il n'y a personne au cégep. Je ne sais pas comment régler ça, mais. L'été passé, on avait des employés qui étaient là durant le mois de juillet. Il y avait nous qui étions de retour au mois d'août. Donc, oui, il y a un souci qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre aux chargés de cours. Est-ce que ça sera toujours ainsi? C'est peut-être un souhait de la direction, mais je peux pas. Mais oui. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Là, moi, je l'ai vécu pendant des années. Puis nos nouveaux chargés de cours aussi nous en parlent, qui disent qu'ils se sentent tout seuls. Puis il n'y a personne. Yann, il y avait une question. Mais j'ai un commentaire de Karine Verdil qui dit que pour le guide, ce serait intéressant d'aborder les stratégies de gestion des ressources pour accompagner les étudiants. Oui. C'est comme ça que moi, je le comprends. Je pourrais peut-être lui demander de préciser sa question. Oui. Absolument. D'après ce que j'ai compris pour votre présentation, le chargé de cours au cégep, c'est complètement différent qu'à l'université. Parce que tout à l'heure, comme vous avez dit qu'il n'y a personne en été pour répondre aux questions, alors que l'université, le chargé de cours, il est géré, enfin, il est guidé par toujours un enseignant permanent. Puis lui, il a plusieurs chargés de cours, travaille avec. Et puis, si on a des questions, on n'est pas obligé d'aller à l'administration, mais plutôt voir on est toujours en contact, même s'il est en vacances, en congé, on peut toujours lui écrire. Pourquoi le cégep n'adopte pas la même politique qu'à l'université? C'est Alexandre, coordonnateur de l'AEC en mathématiques. Bon, effectivement, chacun de nos chargés de cours a un mentor qui est là, qui va le guider. Ça fonctionne bien à la formation continue parce que les cours se donnent aussi au régulier, chimie générale le soir, chimie générale le jour. Aux AEC, aux intensifs, et ce cours-là, il n'existe pas. C'est un cours qui existe juste à l'AEC. Donc, là, trouver un mentor, c'est plus difficile. L'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait au mois de juillet quand le prof au régulier est en congé, parce qu'on ne travaille pas, notre contrat est du 15 août au 15 juin. Tu ne peux pas demander à un prof au régulier de se présenter au mois de juillet pour répondre à des questions. Donc là, il y a des profs qui le font. Il y a la coordination à l'AEC qui, s'ils nous écrivent, on va essayer de les aider jusqu'à un certain point, mais on n'est pas là à l'année longue. Je pense un prof de chimie à l'université, lui, là, à l'année, à part quand il prend des vacances, il a son département de chimie, son laboratoire à gérer, il va être là. Au cégep, ce n'est pas le cas. Peut-être que le syndicat peut peut-être dire autrement, mais on n'est pas là du 15 juin au 15 août. Là. Notre contrat est fini. Là. Donc, le mentor, il peut aider, mais il fait ça sur le bras jusqu'à un certain point. La coordination, on peut aider, mais jusqu'à un certain point aussi. Ça dépend un peu c'est quoi les besoins, oui, l'occupation du chargé de cours. Et puis les profs, en quelque part, que ce soit la formation continue ou régulière, tout ça, même si on est appelé chargé de cours, on est un prof à part entière. Tu n'es pas sous la supervision d'un prof qui te dit quoi faire, quoi dire dans ton cours. Tu es autonome à l'intérieur de ton cours. Oui. Donc, dans ce sens-là, c'est pas comme à l'université, tu ne recevras jamais, ben, ça peut se faire, là, mais ce n'est pas attendu que voici ce que tu vas enseigner, tout est préparé, puis on va donner un examen, puis ça va être le même examen pour tous les chargés de cours, puis c'est ça qui est ça. Non, tu fais tes propres affaires, puis c'est à moins que tu parles en français ou d'autres cours, que là, c'est peut-être pas pareil, là, mais de manière générale, tu es autonome dans ton cours, tu es comme un prof, tu n'es pas un sous-prof quand tu es chargé de cours. Je ne sais pas si je comprends la différence, mais c'est ça. Yann, est-ce qu'il y avait eu une décision sur la question? Non. Bon. On ne vous retient pas plus
plus longtemps, aller au cocktail. On va-tu pouvoir le voir, le guide? Tu sais, quand ils sont pas chargés de cours. Il existe. Moi, je ne suis pas du cégep. Oui. Est-ce que je vous laisse mon courriel? J'ai d'ailleurs des gens qui m'ont demandé de l'avoir, là, qui était en ligne aujourd'hui. Donc, Mais sauf que tous les liens qui sont écrits, si ce n'est pas du cégep, il n'y a rien qui va marcher. Il y a des trucs qui ne marcheront pas, effectivement. C'est pas connecté. C'est quand même intéressant de l'avoir. Oui. On a Vous me donnez votre courriel et vous me contactez directement. Je vais laisser ma collègue qui a un nom beaucoup plus simple. Donner son adresse courriel. Moi, c'est très Alexandre. Ça va être envoyé aussi à la coordination des Oui, services. oui, Mia, comment on va l'envoyer aux gens? Ah, je sais pas, moi, je trouve ça super intéressant parce que même les nouveaux profs, là, on veut il y a comme vraiment il y a une place. Exact. C'est parti, c'est pas un collègue, pas par la main aussi. Il y a ressources humaines, à l'époque, là, moi j'avais posé des questions, mais on dit, je ne sais pas de la coordination de ça. Moi, j'étais comme, les enfants que je commence, je fais non. Moi, je regardais si c'était pas vraiment supposé le faire. Supposé accueillir, intégrer les profs. Souvent, il fait genre, ah non, bien plus, tu vas aller se charger avec ma collègue. Oui, ici à la maison. On est un cégep pour nous.